Turkish Airlines presents Business Africa. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Business Africa. Je suis Ronald Cato. La Chine continuera à financer les infrastructures alors que son initiative des routes de la soie fête 10 années d'existence. Évaluons donc la deuxième décennie de ce programme et ce que les pays peuvent en attendre. Les investisseurs chinois renforcent leur présence en Zambie à mesure que ce pays d'Afrique australe ouvre davantage son économie. Reportage dans une aciérie chinoise à Lusaka. Enfin, d'après un rapport récent, le marché africain de la FinTech sera multiplié par 13 pour atteindre 65 milliards de dollars en 2030. État des lieux avec la semaine africaine de la microfinance à Lomé. Stay with us for the details. Thank you for joining us. Les dirigeants mondiaux se sont réunis à Pékin la semaine dernière pour marquer le 10e anniversaire de l'initiative des nouvelles routes de la soie. Lancé en 2013, le volet financier a dépassé les 1000 milliards de dollars. D'après certaines estimations, la portée du programme est telle que près de 150 pays ont signé des accords avec la Chine. Lors du forum, le président Xi Jinping a déclaré que la Chine mettait à disposition plus de 100 milliards de dollars pour financer des infrastructures, mais les spéculations allaient bon train, notamment sur l'essoufflement financier du projet. Pékin serait-il tout simplement en train de repenser ses routes de la soie ? Les dirigeants du monde entier se sont réunis à Pékin pour célébrer le 10e anniversaire de l'initiative La Ceinture et la Route. Ce projet à visée planétaire a été applaudi pour sa contribution à la construction d'infrastructures essentielles dans les pays en développement, mais aussi critiqué principalement par les dirigeants occidentaux pour sa contribution à l'endettement de ces pays. Lancé en 2013, le programme a fait de la Chine le principal bailleur de fonds des infrastructures en Afrique. Si l'ambition d'investir dans les routes et les chemins de fer demeure, les observateurs estiment que le goût du risque de la Chine a diminué et qu'à l'avenir, Pékin ne signera des chèques qu'en faveur de projets plus modestes, viables et respectueux du climat. Cela impliquera une évaluation plus stricte des propositions de projets et un examen minutieux des emprunteurs. La Chine devrait également intensifier ses investissements dans des domaines tels que l'industrie manufacturière et l'exploitation minière, afin d'utiliser les infrastructures qu'elle a mises en place. La prochaine phase de la ceinture et la route sera de vaincre ses concurrents, à savoir le partenariat pour les infrastructures et les investissements mondiaux du G7 et le Global Gateway de l'Union européenne. Si leurs ressources sont correctement exploitées, les pays africains ont une chance de maximiser les avantages offerts par ces trois acteurs mondiaux. Oyinterraled Moses est gestionnaire de base de données à Global China Initiative au Global Development Policy Center de l'Université de Boston. Merci beaucoup pour votre disponibilité. Vous avez participé au Forum de Pékin. Avez-vous eu le sentiment que Pékin pouvait réduire la portée des nouvelles routes de la soie ? Pas forcément. J'ai l'impression que la Chine a passé un certain temps à tirer les leçons, non seulement de ses succès, mais également de certains des défis des 10 premières années du programme des nouvelles routes de la soie. Le pays a cherché à toujours mettre l'accent sur le développement des infrastructures et de la connectivité. Mais Pékin a également commencé à intégrer le développement vert, ainsi que les projets qui améliorent davantage les conditions de vie sur le plan social et environnemental. En plus de cette stratégie présentable et attractive, on constate donc que l'accent est mis en permanence sur les infrastructures et la connectivité. L'Afrique a été un partenaire clé de l'initiative de Bruxelles et le continent était bien représenté à Pékin. Qu'en est-il de la place du continent dans la prochaine phase de l'initiative chinoise ? En ce qui concerne les nouvelles routes de la soie, je pense qu'au cours des 10 prochaines années, nous allons devoir tenir compte de plusieurs facteurs différents, tant du côté de la Chine que du côté de l'Afrique. Et ce, en partie à cause de l'annonce récente de la Chine, selon laquelle elle va mettre l'accent sur les infrastructures et la connectivité. Et quand on prend aussi en compte son approche présentable et attractive, on s'attend en conclusion à ce que les prêts repartent à la hausse. Mais je reste prudente et je pense qu'ils ne retrouveront probablement pas leur niveau d'avant.
La raison, c'est que du côté de la Chine, dans le cadre des nouvelles routes de la soie et même dans les différentes discussions sur ce sujet, nous avons beaucoup entendu parler de la nécessité d'aborder les projets d'infrastructure avec une plus grande faisabilité économique, mais également de la nécessité d'appliquer certains processus et outils de gestion des risques à différents projets d'infrastructure. En ce qui concerne l'Afrique, un grand nombre des principaux pays qui empruntent à la Chine ont un niveau d'endettement et un service de la dette qui limite réellement le montant qu'ils peuvent absorber dans le cadre de nouveaux prêts chinois. Je pense donc qu'à l'avenir, l'accent sera mis davantage sur la diversification des différents types de financement. Du moins sur les relations qui incluront les prêts, mais aussi sur le financement par action, ainsi que l'aide et le soutien au commerce. Le président chinois a déclaré que les banques chinoises mobiliseraient 100 milliards de dollars pour financer les projets. Qu'est-ce qui va changer dans les prêts chinois pour cette deuxième décennie ? À l'avenir, nous verrons des projets qui, dans le passé, ont reçu un financement à grande échelle, prendre désormais beaucoup plus de temps pour être approuvés financièrement. Et ce, en raison d'une plus grande prudence apportée au projet, d'une plus grande attention portée à la faisabilité économique et au type d'impact futur que les projets pourraient avoir sur la biodiversité ainsi que sur les communautés en général. Je pense donc que les projets pourraient prendre beaucoup plus de temps pour aboutir et que nous pourrions alors assister à une plus grande implication du financement mixte par l'ajout de fonds propres et d'aide à différents dossiers financiers et afin de rendre certains dossiers plus accessibles. Ce fut un plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup pour le temps que vous nous avez accordé. Merci de m'avoir invité. Les investissements chinois en Zambie ont augmenté ces dernières années, notamment dans l'exploitation minière, l'agriculture et l'industrie manufacturière. Grâce à l'accueil favorable du président Hichilema, les liens économiques entre la Zambie et la Chine semblent se renforcer. Les entreprises chinoises opérant en Zambie sont devenues des sources essentielles d'emplois pour la population locale et contribuent à la croissance économique du pays. Leur présence en Zambie renforce les relations bilatérales entre les deux pays. Good Time Steel, qui produit des barres d'acier, compte parmi les sociétés basées à Lusaka, gérées par des Chinois. Nous investissons dans différents pays. Les opportunités commerciales sont notre principale motivation. La Zambie est l'une des meilleures destinations en Afrique et dans le monde. Le meilleur climat, les meilleures personnes et de nombreuses opportunités d'affaires. C'est ce qui nous a poussés à choisir ce pays. Parmi les autres avantages, citons le transfert d'expertise technologique qui améliore la productivité. Pour Trevor Ambaï, un économiste, les entreprises chinoises tirent profit de leur présence sur le continent. L'Afrique est l'une des destinations très attrayantes pour la Chine, en raison de toutes les ressources qui s'y trouvent. Si l'on considère la croissance mondiale des 50 prochaines années, toutes les ressources dont nous avons besoin pour atteindre cette croissance se trouvent en grande partie sur le continent africain. Il est donc important pour l'industrie chinoise de pouvoir entretenir des relations avec l'Afrique et la Zambie afin d'accéder à ces minerais. En 2020, la Zambie a fait défaut sur sa dette souveraine et est devenue un cas test pour un cadre de restructuration de la dette. En juin dernier, le pays d'Afrique australe est finalement parvenu à un accord avec ses créanciers. Les fintechs africaines connaissent un essor fulgurant. D'après un récent rapport, ces fintechs devraient être multipliés par 13 pour atteindre 65 milliards de dollars en 2030, soit la croissance la plus rapide de toutes les régions du monde. Serge Kofi nous parle de la semaine africaine de la microfinance à Lomé. Olivier Coueté et son associé Amo Savoce surfent sur la vague des changements technologiques dans le monde de la finance. Depuis 2017, ils fournissent à travers BFT, leur fintech panafricaine, des technologies innovantes avec pour ambition de répondre aux exigences intrinsèques et réglementaires du secteur financier. Nous proposons spécifiquement aux institutions financières une solution leur permettant de dématérialiser leurs services financiers, de les embarquer sur un terminal de paiement électronique ou bien une tablette et de capaciter les agents à leur offrir ces services financiers à distance.
Selon une étude récente, le secteur des sociétés fintech pourrait voir ses revenus augmenter de manière spectaculaire d'ici à 2025. Les prévisions indiquent une multiplication par 8 par rapport à 2020, atteignant ainsi la somme impressionnante de 30 milliards de dollars. Lors de la 6e édition de la Semaine africaine de la microfinance à Lomé au Togo, les fintechs ont été au cœur des discussions. Elles représentent aujourd'hui un pilier majeur de l'inclusion financière. Les partenariats, c'était un élément clé qui a été discuté et relevé lors de toute la conférence. Il faut accueillir le plus d'acteurs à valeur ajoutée possible dans le secteur de la finance inclusive. Donc les fintechs, bienvenue, et je pense qu'elles peuvent vraiment offrir des collaborations et des complémentarités avec la finance inclusive traditionnelle. De nombreuses banques peinent à s'adapter aux avancées constantes du secteur financier et certaines startups de la fintech se positionnent pour les assister dans cette transition. Et voilà ce qui conclut cette édition de Business Africa. Je suis Ronald Cato. L'actualité se poursuit à l'antenne et en ligne. Rendez-vous dans un prochain épisode de Business Africa. Business Africa was presented by Turkish Airlines.